Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Ils pensent que la question du réchauffement climatique, c'est un truc qui a été inventé par des socialistes, que ça n'existe pas. Le droit des femmes, l'égalité homme-femme, il n'y en a rien à faire. En Argentine, vous avez une grosse partie de la population qui est pauvre. Donc elle est déjà pauvre, vous lui donnez un petit peu, elle sort un peu de la pauvreté, mais elle était déjà pauvre. Et c'est ce qui se passe aussi en Italie, parce que nos élites nous comparent à l'Italie en disant « l'Italie, c'est génial ». Non, l'Italie, c'est pas génial. L'Italie a les salaires les plus faibles de l'OCDE. En Italie, vous avez 15% des stagiaires qui ont plus de 45 ans. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Pour riposter, le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne, nous voulons porter les voix qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, on redécouvre que l'État dépense plus de 200 milliards d'euros par an dans les entreprises et on ira faire le bilan de l'ultra-libéral d'extrême droite Javier Milei en Argentine qui inspire la France. C'est parti. 211 milliards d'euros par an, un des plus gros budgets de l'État, impossible de revenir dessus. Mais quel est ce service public si gigantesque ? Eh bien, ces 211 milliards d'euros par an, c'est les aides aux entreprises de la part de l'État. C'est le résultat de la commission d'enquête sur les aides publiques aux entreprises au Sénat. Les sénateurs se sont d'abord confrontés à une grosse opacité autour des aides. La lobbyiste Agnès Verdier-Molinier a avancé au doigt mouillé l'estimation de 28 milliards d'euros. Et le ministre de l'économie, Éric Lombard, lui lançait 150 milliards, c'est ce que raconte l'Humanité. Au final, elles englobent les aides budgétaires, fiscales et les exonérations de cotisations patronales. Le groupe communiste CRCEK au Sénat avance et propose que les aides soient transparentes et surtout que l'argent public ne soit pas renversé aux actionnaires, c'est-à-dire que les aides servent à l'investissement et aux emplois plutôt qu'à faire fructifier une entreprise déjà rentable qui ensuite va délocaliser. On connaît très bien le schéma ici. Le groupe CRCEK propose que les aides soient évaluées pour savoir comment elles sont utilisées. Thomas, est-ce que ce chiffre te surprend? Question un peu rhétorique, parce que là on est sur un des plus gros postes du budget de l'État quand même. Oui, tout à fait, on est sur un des plus gros postes, c'est vrai. Ça ne me surprend pas trop parce que j'avais lu des travaux d'une chercheuse, notamment Anne-Laure Delatte, qui a écrit tout un livre là-dessus et qui estimait, elle, déjà à l'époque, c'est-à-dire je crois que son livre est sorti en 2021, de mémoire, elle estimait déjà un montant qui était autour de 200 milliards. Et elle montrait très clairement que les aides aux entreprises avaient été multipliées par 3. Et vous avez, quand vous regardez, parce que les aides sont dans la dépense publique, il faut le dire, ça fait partie de la dépense publique, et quand vous regardez tous les postes de la dépense publique, vous n'avez aucun poste qui a été multiplié par 3. Je veux dire, ça a été multiplié par 3, et même en pourcentage de PIB, si on est un peu technique, mais c'est important, en pourcentage de PIB, on est passé de 2% à quasiment 7% d'aide aux entreprises, en pourcentage de PIB. Les services publics, eux, sont restés stables, ils sont restés à 18% du PIB, l'ensemble des administrations publiques et du salaire des fonctionnaires, donc ils sont restés stables ces 30 dernières années. Et quand vous regardez la dépense publique dans son ensemble, on n'arrête pas de dire qu'elle augmente, elle est restée entre 50 et 58% depuis les années 80. Donc il n'y a qu'un poste qui a triplé en termes de volume, c'est le poste des aides aux entreprises. Le problème, c'est pas vraiment les aides en elles-mêmes, c'est à qui et à quoi elles servent. Exactement. L'aide, moi je ne suis pas contre une aide. Il faut que tous les pays aident leurs entreprises, et les Chinois et les Américains en premier lieu. Après, c'est à quoi sert cette aide? Alors il faut distinguer, comme on l'a fait souvent ici, ce qu'on appelle les grandes entreprises des PME. Les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne, c'est 50% de l'emploi en France. C'est la majorité des entreprises qui exportent. C'est les entreprises qui ont des filiales à l'étranger. Toutes ces entreprises-là, il faut être... et c'est elles qui captent en volume la plus grosse partie des aides. Les PME sont aussi aidées, mais en termes de volume, de milliards qui y vont, c'est les grandes entreprises qui captent la plus grande partie de ces milliards-là. Et c'est sur cette partie d'entreprise qu'il faut être extrêmement vigilant. Parce que c'est des entreprises qui ont, par exemple, le 440, on l'a souvent dit ici, 1200 filiales dans les paradis fiscaux, donc qui font de l'optimisation fiscale, et donc qui peuvent toucher des aides chez nous, tout en délocalisant, tout en plaçant une partie de l'argent dans des paradis fiscaux, tout en donnant une partie de cet argent aux actionnaires. Et donc il faut se concentrer vraiment sur cette partie-là. Or, c'est la partie qui est la plus opaque en réalité.
c'est la plus opaque. Et comme comme l'ont dit très bien les présidents de cette commission, ils ont dit il n'y a aucun tableau de suivi. Donc l'argent est distribué et on ne sait pas où l'argent va. Donc ça finit qu'on aide des entreprises qui sont déjà rentables, qui reversent aux actionnaires et qui après finissent par supprimer des emplois. C'est ça, il y a des entreprises qui sont déjà rentables. C'est-à-dire qu'elles auraient créé probablement les emplois où elles auraient fait les investissements nécessaires, même si elles n'avaient pas été aidées par l'État. Donc ça, il faut mesurer quelle est la part en fait de l'efficacité de cette aide. Ce que l'on fait d'ailleurs, soit dit en passant, aussi beaucoup pour les chômeurs. Parce que vous savez, les chômeurs aujourd'hui, on a augmenté les contrôles. Oui, ça on sait faire. Ah ouais, là, ça on sait faire. Le RSA, on a demandé aux gens de travailler un certain nombre d'heures. Quand vous remplissez une fiche du RSA, vous avez un tas d'informations personnelles. Est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous êtes célibataire, etc. que vous devez mettre. Vous devez tous les mois quand même remplir quelque chose. Enfin, il y a un suivi et une augmentation des contrôles qui a été faite ces dernières années. Par contre, là, sur cette somme énorme, parce que le RSA, on n'est pas sur des montants aussi élevés, on est bien plus faible. Je crois que c'est 12 milliards, le RSA. Donc, vous voyez, là, on est à 200 milliards. Sur ça, il y a très peu de contrôles. Donc, oui, il est important qu'il y ait des contrôles. Et après, il est important de vérifier si des entreprises ne touchent pas à des aides alors qu'elles n'en ont pas besoin. Voilà. Et quand on donne une aide, il faut obliger les entreprises à avoir un certain nombre de contraintes, pas délocaliser, s'engager à donner une certaine somme aux actionnaires qui ne soit pas complètement démesurée, et ainsi de suite. S'assurer à ce que la production soit nationale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est les grandes entreprises, quand il y a une crise, on leur met une perfusion énorme, ce qu'on a fait pendant le Covid, ce qu'on a fait pendant la crise de 2008. Et quand l'activité va de manière normale, c'est peut-être pas des croissances de dingue, mais normales, elles ont des aides et on ne sait pas où vont ces aides. Et à l'heure où on cherche 40 milliards, c'est assez scandaleux qu'on n'aille pas un peu chercher. Peut-être sur les 211 milliards, on peut récupérer 20 milliards, 10%. Peut-être qu'on peut récupérer 10 milliards, ce serait déjà pas mal. Vous voyez, et il ne s'agit pas de tout récupérer, mais il y a une partie probablement qu'il faut récupérer, et ce serait pas mal. Parce que vous prenez la taxe Zuckman, dont on a parlé ici, c'est entre 15 et 25 milliards. Vous rajoutez 10 milliards ou 20 milliards de ce que vous pouvez trouver là-dessus, probablement, on parle vraiment de 10% des aides qui pourraient être inutiles. C'est pas complètement dingue de penser ça. Voilà, 10%. Quand on parle des chômeurs, on sait que 90% des chômeurs respectent les règles, 10% ne respectent pas les règles. Là, on peut estimer des montants en statistiques qui pourraient être convenables. Donc 10%, et vous êtes déjà aux 40 milliards. Oui, vous êtes aux 40 milliards qu'on vous demande pour rembourser la dette. Ce serait indolore, puisque les entreprises qui récupèrent ces aides sont les entreprises qui n'en ont pas besoin. Et pour la taxe Zuckman, on parle de gens qui ont vu leur fortune multipliée par 5 ces dernières années. Donc ce serait vraiment pas douloureux et on aurait nos 40 milliards. C'est quand même très ironique, parce que sur les plateaux télé, on nous fait parler que d'assistés. Donc ouais. on pense tout de suite chômage RSA, alors que ça pourrait être les actionnaires, les assistés qui sont complètement ponctionnés par l'argent public, on vient de le dire. On nous parle il faut aller chercher 1 milliard sur les étudiants, il faut aller chercher 2 milliards sur le chômage, il faut aller chercher 10 milliards sur les 2 ans de dernière vie des retraités. Et là, on parle de 211 milliards. Donc à quel moment l'État ne va jamais chercher dans ces 211 milliards-là? C'est un peu la boîte de Pandore, on n'a pas le droit d'y toucher. Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait? Quand il y a eu le CICE qui a été fait par François Hollande, qui était une aide d'entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, parce qu'il faut le rappeler, quand il y a des gens qui n'arrivent plus à savoir où est leur gauche et leur droite, le CICE est une politique plutôt de droite, et la Commission a demandé à auditionner François Hollande, qui a fait cette politique, qui devait créer 1 million d'emplois et qui n'a pas eu les effets escomptés. On est plutôt sur 100 000 emplois créés et maintenus, et il a refusé d'y aller. Et quand il a créé le CICE, Emmanuel Macron, à l'époque, refusait qu'il y ait des contraintes. Voilà, on part du principe, quand on a baissé l'impôt sur les plus riches, il n'y a pas eu de contraintes pour flécher ça sur de l'investissement. Ça a été dans la spéculation. Donc, pour les plus riches, il n'y a jamais de contraintes. Et c'est vrai, tu as utilisé ce terme qui est vrai. Aujourd'hui, une grosse partie des grandes entreprises sont des entreprises qui sont quand même assistées, par l'État. Très clairement. Et quand il y a un problème, c'est l'État qui vient à leur rescousse. L'économiste Maxime Combe, qu'on connaît bien ici, a été auditionné par la Commission et il a insisté sur le fait que ces 211 milliards d'euros montrent qu'au cours de ces 25 dernières années, les aides publiques aux entreprises ont augmenté 4 à 5 fois plus vite que le PIB, tu l'as dit, et que les prestations sociales, donc contrairement au discours dominant, ce qui coûte trop cher, c'est le capitalisme français, je le cite. Est-ce que ça montre que cette volonté de autant faire des aides aux entreprises et d'aller chercher dans le modèle social pour faire des économies, je dis économie parce qu'au final ça coûte plus cher, bref, est-ce que ça montre que c'est bien, on est bien face là à des choix politiques? Bien sûr qu'on est dans des choix politiques. Regardez,
On veut taper dans les retraités constamment. On veut taper dans l'assurance maladie. On a déjà tapé dans l'assurance chômage. On a déjà tapé sur les services publics. Et Maxime Combès a raison de rappeler ça. C'est-à-dire que l'augmentation, et comme je l'ai dit au début, l'augmentation des aides aux entreprises a été multipliée par 3 sans aucune contrainte. On fait des chèques sans aucune contrainte. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas demander que des contraintes aux chômeurs, on ne peut pas demander que des contraintes aux malades, avec cette histoire de transport sanitaire, avec cette histoire de médicaments qu'on ne veut pas ou peu ou moins rembourser. Et on ne peut pas demander aussi constamment des efforts aux retraités, qui sont quand même 17 millions de personnes âgées qui ont cotisé à un système, qui ont adhéré à un système et dont on change les règles en cours de route. Et là, on a vraiment des entreprises qui reçoivent des chèques. Et ça montre quelque chose, ça montre la capacité d'influence qu'ont acquise aujourd'hui ces grandes entreprises et ces grands groupes, enfin ces grands représentants d'entreprises type le MEDEF, mais tout un tas à côté de satellites. Vous avez cité Agnès Verdier-Moulinier, mais il y en a d'autres, hein, Institut Sapiens, etc., qui poussent le langage patronal et qui font que aujourd'hui il est perméable chez une certaine partie des politiques et avec toujours les mêmes promesses. On leur donne des aides, ça va créer des emplois, ça va empêcher les délocalisations, ça va relancer la compétitivité. Et quand on regarde le résultat n'est pas là. Mais c'est ça porte pas ses fruits, parce que les petites entreprises galèrent, les petits chefs d'entreprise galèrent, et puis les Français surtout galèrent. L'exemple symbolique qui a été mis en avant dans cette commission, c'est l'exemple de Michelin, qui a touché énormément d'aides. 4,9 millions d'euros pendant le CICE. Voilà, et qui va licencier. Donc et qui va licencier alors même qu'il a un bénéfice mondial en milliards. Donc, les machines achetées avec le montant du CICE n'ont même pas servi en France. Exactement. Donc là, on voit très bien qu'il y a un détournement très clair de l'aide, mais qui n'est pas illégal, puisqu'il n'y a rien qui a été baqué pour que ce soit fait. Si vous donnez une aide pour que les machines soient faites et soient produites en France, il n'y a pas de souci. Mais là, vous donnez des aides, on est dans un marché unique au niveau européen où on fait exactement ce que l'on veut, c'était d'ailleurs le but du marché unique, et on est dans un système mondial où les flux augmentent fortement, et où en fait, pareil, la mondialisation a été créée pour que les entreprises puissent optimiser leur système de production. Donc il y a un État qui paye, et il y a un autre qui en profite, et au final, de toute façon, c'est l'entreprise qui va générer des gros bénéfices qui vont être captés à 60-80% par l'actionnaire. Après 1 an et demi de Javier Milei au pouvoir en Argentine, le leader d'extrême droite ultra-libérale a-t-il sauvé le pays comme il le prétendait? Thomas, l'ami de Donald Trump, admiré par l'extrême droite française, est-ce qu'il a apporté le sauvetage suprême qu'il avançait? Alors, pas du tout. Je voudrais faire une petite remarque. Tu as dit il est admiré par l'extrême droite française, c'est vrai, mais il est aussi admiré par la droite. Il y a une partie de la droite, c'est ça, du champ, ce qu'on appellerait républicain, de la droite de gouvernement, qui adore Milei, qui trouve que ce qu'il fait, c'est super, et qui adorait aussi Elon Musk. Ça, il faut vraiment le rappeler pour que les gens soient clairs. Donc ça va de la droite à l'extrême droite. Écoutez, ce qu'il a fait, c'est très simple. Il a fait une thérapie de choc, une politique d'ajustement structurel XXL. C'est-à-dire qu'il a coupé très fort dans les dépenses qui vont aux services publics, aux hôpitaux notamment. Il faut dire une chose, c'est que là, toutes les semaines, il y a des manifestations à Buenos Aires. Alors ça, on en parle moins dans les médias mainstream. Toutes les semaines, il y en a. Et pourquoi ces manifestations ont commencé? Elles ont commencé parce que vous avez l'hôpital pour enfants, le principal à Buenos Aires, l'équivalent de Necker à Paris. L'hôpital pour enfants qui soigne les cancers pédiatriques a eu une cure d'austérité comme jamais. Et donc les gens ont dit, oula, là, ça va trop loin. Quand même, un hôpital pour les enfants malades atteints de cancer. Donc, ils ont commencé à manifester, puis les retraités ont rejoint, puis les étudiants ont rejoint, puis un certain nombre de syndicats et de salariés du service public ont rejoint. Il y a de très fortes manifestations toutes les semaines. Donc, ce n'est pas déjà ce qu'on nous dit, le rêve, l'économie va bien. Non, il y a des oppositions très fortes dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc fait de l'austérité sur les services publics, il a privatisé un certain nombre d'entreprises, il a sous-investi très fortement dans les infrastructures, il a baissé les salaires. Là, il va libéraliser toutes les questions de port d'armes, parce qu'il se dit, bon, comme on retire des moyens à la police, maintenant, autant que chacun se défende comme il peut. Donc, voilà ce qu'il a fait. Quand il fait tout ça, vous avez, dans un premier temps, la pauvreté qui a augmenté. Et effectivement, il a tellement baissé les dépenses publiques, il a tellement supprimé de services que vous avez l'inflation qui a diminué. Mais ce qu'il a maintenu, et je pense qu'il ne veut pas qu'on regarde trop le chiffre du taux de pauvreté parce qu'il a augmenté, ce qu'il a maintenu, c'est des aides très ciblées alimentaires sur les plus pauvres et des aides sur les familles avec enfants. Voilà, il a ciblé des aides là-dessus pour maintenir le taux de pauvreté artificiellement bas. Voilà, pour légèrement augmenter les revenus des très très pauvres.
pour qu'ils ne rentrent pas dans le seuil de pauvreté. C'est des choses qui ont été faites souvent, par exemple au FMI. Au FMI, on a souvent dit, regardez, la pauvreté diminue dans le monde. À l'époque, l'extrême pauvreté dans les pays pauvres, c'était 1,5 $ par jour. Quand vous aviez des gens que vous arriviez à sortir des 1,5, mais qui étaient autour de 2 $, donc on ne va pas dire qu'ils étaient riches, et bien là, on disait, regardez, on a sorti un certain nombre de gens de la pauvreté, mais ils sont passés de 1,5 à 2 $. Ça ne veut pas dire qu'ils sont riches. Et c'est ce qu'est en train de faire Milei. Il est en train de casser, on va dire, les salaires qui étaient plutôt faibles, parce qu'il n'y avait pas une classe moyenne très forte, mais les salaires qui étaient, on va dire, plutôt faibles, mais autour de la classe moyenne, il est en train de les casser très fortement. Et de l'autre côté, sur les très très pauvres, il donne quand même encore quelques aides pour que le taux de pauvreté n'explose pas. Mais derrière ça, la population s'appauvrit. Les seuls, finalement, emplois qui vont être créés, c'est via des investissements directs étrangers, notamment dans l'énergie. Et l'énergie crée très peu d'emplois par montant d'investissement, contrairement à d'autres secteurs. Et le développement massif de l'ubérisation de l'économie, c'est-à-dire le salariat de plateforme qui se développe massivement là-bas. Nous, on n'arrête pas de nous vendre le libéralisme et l'ultralibéralisme comme le modèle qui va sauver l'économie mondiale et sauver l'économie des pays. Là, on voit que ça ne marche pas. C'est les Argentins qui en pâtissent en premier de tout ça. Oui, moi je pense qu'il y a eu... Alors il faut comprendre comment M. Milei est arrivé au pouvoir. Parce qu'il a été soutenu et par la droite, parce que la droite est toujours là, et par la droite, parce que la droite y voyait des avantages via les baisses d'impôts, en se disant s'il y a des baisses d'impôts, moi je vais m'enrichir. Il y a une forte concentration des richesses en Argentine que la gauche a essayé de casser, mais qui est un héritage des propriétaires de l'époque, où l'Argentine était considérée comme une puissance, mais ça... Enfin, il y avait une phrase qu'on disait riche comme un Argentin. Donc il y avait une très forte concentration et des gens très très riches. Et la gauche a essayé de casser ça. Et là, finalement, ces gens-là, ou les gens qui ont hérité de ça, étaient plutôt avec Milei parce qu'il y allait avoir des baisses d'impôts. Et il y avait une grosse partie des classes populaires qui le soutenaient aussi parce qu'il y avait une inflation très élevée à 200% et qui en avaient marre, en fait, des partis traditionnels qui ne changeaient pas leur vie. Mais globalement, après, entre ces deux extrêmes, vous aviez une partie de gens plutôt de la classe, encore une fois, j'ai dit moyenne, parce que le but de tout pays, et c'est ce qu'avait fait l'Europe et même les États-Unis en partie, et on l'a souvent dit ici, c'est d'avoir une classe moyenne forte. C'est-à-dire, c'est de permettre à un professeur, à un petit employé, à un ouvrier, d'avoir accès à la propriété, d'avoir des aménagements à la maison, de pouvoir un peu partir en vacances. Et c'est ce qui s'est passé en France, on a réussi à créer ça. Ce qui était une anomalie de l'histoire. Sur toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu des ouvriers, de l'époque de Germinal ou dans des pays pauvres aujourd'hui, on n'a jamais eu des ouvriers qui ont réussi à avoir accès à des vacances, à des biens de consommation, à des congés payés. Voilà, c'est ce que l'Europe a réussi à faire pendant les 30 Glorieuses et c'est ce que les États-Unis ont réussi à faire. Aujourd'hui, ce modèle est attaqué en Europe. Ce qui se passe en Argentine, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire cet État-providence qui a permis d'avoir cette classe moyenne massive. Mais vous aviez quand même une partie de la population qui était au-dessus de la pauvreté, qu'on pouvait assimiler à une pseudo-classe moyenne. Cette partie-là de la population est frappée très très fortement par les réformes de Milei et va basculer probablement dans la pauvreté. Peut-être pas l'extrême pauvreté, qui est mesurée, mais dans la pauvreté. Puis il n'y a pas que les conséquences économiques. On sait très bien que les libéraux et l'extrême droite peuvent s'entendre très très bien, certains pour regarder leurs intérêts. Et du coup, sur les mesures sociales, on ferme un peu les yeux. Je pense à l'avortement, je pense aussi aux principes démocratiques. Par exemple, là, Milei vient juste de sortir un décret pour forcer les activités marines et donc limiter le droit de grève. Souvent, c'est les intérêts économiques et les reculs sociaux s'entendent très bien. Tu as tout dit. Derrière, d'ailleurs, les reculs économiques, il y a les reculs sociaux très forts. Par exemple, ils pensent que le climat, la question du réchauffement climatique, c'est un truc qui a été inventé par des socialistes, que ça n'existe pas. Le droit des femmes, l'égalité homme-femme, il n'y en a rien à faire. Comme tu as dit, tout ce qui est question d'avortement, droit des minorités, tout ça, il n'en a rien à faire. Et je dirais même qu'il est plutôt contre. Et donc, oui, derrière les reculs économiques, il y a aussi effectivement tous ces reculs-là qui sont importants à dire et qui sont assez propres d'ailleurs à une partie de la droite traditionnelle et à l'extrême droite, comme on le voit par exemple chez nous avec Orban ou avec Meloni. Mais ce qu'il faut rappeler, grosso modo, c'est quoi? À l'heure où on adore comparer la France à l'Italie sur ses indicateurs de PIB par habitant, de taux d'emprunt, de plein de choses, quand on regarde les indicateurs macroéconomiques de l'Argentine, on peut dire oui, l'inflation a baissé, c'est vrai. Certains vont dire, et vont être très contents de le dire, le taux de pauvreté n'a pas augmenté, il a finalement baissé, donc ça marche que fait Xavier Milei. Mais ça, ce débat en économie avait déjà été tranché.
dans les années 80 jusqu'aux années 2000, les plans d'ajustement structurel qui étaient beaucoup plus faibles que celui de Milei, qui y va là, mais à la tronçonneuse pour le coup, ont été appliqués dans les pays africains, dans les pays d'Amérique latine, et avec des résultats macroéconomiques intéressants. Privatisation, taux de croissance plutôt élevé. Les gens se disaient, bon, ben, ça se passe bien, quoi. Et après, quand on regardait les indicateurs sur les populations, classe populaire, pauvres, ben on se rendait compte que les pauvres restaient pauvres, que l'économie ne décollait pas. Et donc le FMI a même fait son mea culpa, a reconnu en 2000 qu'on peut avoir des indicateurs de macroéconomie bons, mais une population qui souffre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Argentine. C'est ce qui va se passer, ça va s'accroître. Et c'est ce qui se passe aussi en Italie, parce que nos élites nous comparent à l'Italie en disant « l'Italie, c'est génial ». Non, l'Italie, c'est pas génial. L'Italie a les salaires les plus faibles de l'OCDE. L'Italie a un taux d'émigration de ses jeunes diplômés comme jamais, comme d'ailleurs beaucoup de pays du Sud. 1 million d'Italiens ont quitté leur pays en 10 ans, des jeunes diplômés, 500 000 jeunes diplômés, pour aller travailler ailleurs parce qu'il n'a pas d'avenir. L'Italie a un problème démographique majeur. En Italie, vous avez 15% des stagiaires qui ont plus de 45 ans. Donc l'Italie est une économie qui ne va pas bien, contrairement à ce que nos élites ont envie de nous dire pour qu'on puisse passer les réformes. Et c'est pareil pour l'Argentine. C'est pas parce que vous avez 2 indicateurs, ça c'est ce que je dis aux auditeurs, parce qu'il y a 2 indicateurs qu'on vous agite comme ça en disant « ça va bien », que ça veut dire que l'économie va bien. Il faut regarder d'autres choses plus en profondeur pour pouvoir conclure qu'une économie va bien. Et pour faire un parallèle avec la France, où, comme on l'a dit, la droite, l'extrême droite admire Milei, Trump, Musk, etc. Est-ce que ça montre que c'est ça le vrai programme de l'extrême droite ? Nous, on n'arrête pas de le dire, mais voilà, l'extrême droite, c'est le libéralisme. C'est pas on est auprès des classes populaires, on est là pour vous, les Français. Ben oui, ils sont pas. Alors surtout que dans nos pays à nous, qui sont encore plus avancés, comme on l'a dit, sur la question de la classe moyenne, il y a un appauvrissement. En fait, en Argentine, vous avez une grosse partie de la population qui est pauvre. Donc, elle est déjà pauvre. Vous lui donnez un petit peu, elle sort un peu de la pauvreté, mais elle était déjà pauvre. Chez nous, normalement, vous avez la plus grosse partie qui est la classe moyenne au-dessus de la pauvreté. Vous avez toujours une partie de la pauvreté qui a augmenté d'ailleurs aussi chez nous, disons-le, avec l'INSEE, mais vous avez cette classe moyenne. Et le but aujourd'hui de ces gens-là, en cassant les transferts sociaux, en libéralisant le marché du travail, c'est de faire que cette classe moyenne s'appauvrit. Et c'est ce qui se passe chez Trump. Les premières mesures budgétaires qu'il a fait vont faire perdre de l'argent aux gens les plus pauvres. Et quand vous prenez le spectre, que vous l'élargissez, quand vous retirez des services publics, quand vous retirez des transferts, quand vous modérez les salaires, vous avez trois impacts sur les salaires des classes moyennes. Et vous les faites basculer, pas dans l'extrême pauvreté, mais vous les rendez plus pauvres. Et chez nous, c'est ce qui se passera en Europe. C'est ce qui se passe chez Trump de manière très visible. Et c'est ce qui se passera chez nous avec l'extrême droite. C'est ce qui se passe par exemple en Hongrie, où les inégalités ont augmenté très fortement. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Serin qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance la riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore. Ensemble, reprenons la main et protégeons notre démocratie. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.